le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit la campagne américaine pour nous à New York et Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Une fois encore, la presse parle beaucoup terrorisme ce matin. Plutôt rassurant, il y a le Figaro qui fait sa une sur ces Français qui s'engagent pour la sécurité du pays. Depuis les attentats de 2015, le nombre de réservistes a beaucoup augmenté dans l'armée, la gendarmerie ou la police. Plutôt inquiétant maintenant, Libération qui met en une deux interminables piles de dossiers et titres. Lutte antiterroriste au bord du burn-out. Juges, procureurs, policiers, services de renseignement, tous les rouages du système sont submergés. L'antiterrorisme est proche de l'asphyxie. Bon, sinon vos quotidiens se font plaisir sur Kim Kardashian, sans surprise. Les misères de la bimbo font la une d'aujourd'hui en France. Un braquage XXL. Very bad fashion week pour Kim, écrit 20 minutes. Fâcheuse week s'amuse Libération, pas mal trouvé. Fâcheuse week, qui consacre quand même une double page à l'affaire. L'Opinion qui fait un 2 en 1 en titrant sur le revenu universel. La grande méprise. Sujet illustré donc par un dessin de CAC qui a croqué une Kim Kardashian à côté de laquelle est posé son coffre-fort fracturé. Elle regarde une télé sur laquelle est écrit « France, bientôt le revenu universel ». Et Kim Kardashian de dire « ça tombe bien, j'ai plus rien à mettre ». Alors Direct Matin détourne pudiquement le regard pour s'intéresser à Emmanuel Macron. Jusqu'où ira Macron ? S'interroge le gratuit en une. L'ex-ministre possible candidat qui s'apprête à mettre le cap sur l'Elysée, mais sans le dire encore officiellement, décrypte le Figaro. Il est surnommé le chamboule-tout de la gauche par Libération. Bon, si vous n'êtes ni Kardashian ni Macron, il vous reste Griezmann. J'irai à la guerre pour Deschamps, déclare l'ultra sympathique joueur de l'équipe de France de foot. Antoine Griezmann qui fait ce matin la une de l'équipe. Un peu de fraîcheur qui fait du bien. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Dans le Télégramme, la provocation russe près des côtes bretonnes le 22 septembre dernier. On apprend que l'aviation française a intercepté 2 chasseurs bombardiers russes. Ils évoluaient à seulement 100 km du littoral breton. La plainte d'un élu de l'Oise contre La Poste, 11 à 21 jours pour recevoir une lettre dans la région. Mais la région est grande. Lent comme une lettre à la poste, titre le Courrier Picard. Une facture dans la Provence, facture qui pourrait monter pour le nouveau propriétaire de l'OM. La mairie de Marseille veut doubler le loyer du Vélodrome à 8 millions d'euros par an. Il ne faudrait pas que ça contrarie le repreneur, C'est vrai. Franck McCourt. L'histoire du jour, c'est un exercice qui aurait pu vraiment très mal tourner. Ça fait la une de Nord Littoral ce matin. On a frôlé la catastrophe, dit même un représentant du CHSCT du port de Calais. Vendredi dernier, une patrouille de CRS est prévenue qu'une femme vient de se faire remettre une arme aux abords du port. Vu le contexte dans la zone portuaire et à travers l'Hexagone, les CRS décident d'intervenir. Et alors qu'elle se dirige à pied vers le quai d'embarquement des ferries, la femme en question est interpellée et aussitôt, elle assure au CRS qu'elle ne fait rien d'autre que participer à un exercice. Des employés à proximité confirment. Le problème, c'est que les CRS, eux, n'étaient pas au Ils n'avaient courant. pas été prévenus. Non, ils ont cru à une vraie tentative d'attaque terroriste. Inadmissible, Oula. écrit une Sapolice dans un tract qui demande une meilleure coordination des intervenants sur le port. De son côté, le CHSCT, qui n'avait pas été prévenu non plus, a demandé à visionner les images et le compte-rendu de l'exercice sous peine de saisir l'inspection du travail. C'est vrai que dans le climat actuel, ça peut vite tourner au carnage, une affaire pareille. Axel de Tarlet, il fait les courses aujourd'hui, il pousse son caddie et il teste l'appli coupe-fil. Enfin, c'est Carrefour qui teste l'appli coupe-fil, c'est à lire dans Aujourd'hui en France, Axel. Voilà, pour éviter de perdre son temps aux caisses avec son caddie, Carrefour invente le ticket de passage en caisse. En fait, c'est le principe de quand vous allez chez le boucher, vous savez, vous avez le ticket numéro 17, donc vous passez après le numéro 16. Alors, sauf que là, c'est pas un ticket, parce que pour faire moderne, on va faire une application à télécharger sur son smartphone. Et du coup, qui vous donne rendez-vous avec votre caddie. Alors, c'est une caisse dédiée, vous passez pas devant tout le monde en disant « Ah, c'est à moi ». Voilà, donc c'est une caisse spécialement dédiée pour cette application et qui vous donne rendez-vous. En fait, on a un rendez-vous pour passer à la caisse. Voilà, On vous dit que ça sera à 6h52 dans 3 minutes. Et vous arrivez à 16h42 et la caisse est pour vous. Parce que attendre en caisse est jugé agaçant par 90% des Français. Il y en a quand même 10% qui trouvent ça sympa d'attendre à la caisse, ça veut dire. Alors, aujourd'hui en France, je vous donne des conseils pour choisir la bonne file. Parce que naturellement, on se dit toujours qu'on choisit la mauvaise file. Vous savez, quand, c'est la file d'à côté. Voilà. Alors, il y a quatre choses à savoir. Simple, c'est pas la mienne. Alors, 1, ne pas se laisser impressionner par un gros chariot. Mieux vaut être derrière un gros chariot que derrière 2 petits. 2, prendre toujours la caisse carte bancaire uniquement. Ça vous évitera de tomber derrière un carnet de chèques avec le relevé du numéro de la carte d'identité à 10 chiffres. Et la monnaie. 3, choisir un caissier ou une caissière efficace qui a l'habitude et aussi des clients efficaces, c'est-à-dire éviter ceux avec des enfants. Et alors, ils ne sont pas politiquement corrects, ils disent aussi éviter les seniors, les personnes âgées. Et puis 4,
des produits qui passent vite. Alors si vous avez des produits identiques, par exemple 8 packs d'eau, choisissez, là c'est fantastique. Ou alors ce qu'il faut éviter, c'est les légumes à peser. Ça met toujours 4 plombes. Voilà, donc bonne course. Donc en fait, on n'achète que de l'eau, on prend pas de légumes, on prend sa carte bleue, et puis après on commande une pizza. Sinon Natacha, vous allez chez votre petit commerçant de quartier qui vous fera un petit sac. Parce qu'au moins c'est plus sympathique et on voilà, mange bien. J'arrive à vous anticiper maintenant. Merci Axel. Ils se connaissent bien ces deux-là. Allez, on va aux États-Unis à la une de la presse américaine avec notre correspondant en ligne de New York, Xavier Yvon. À la une, il y a bien sûr encore les impôts de Donald Trump, Xavier, les bons sondages d'Hillary Clinton. Mais la course à la Maison-Blanche, ce sont aussi les moindres détails qui comptent. Et Xavier, vous avez flairé ce matin ce papier du New York Times sur les animaux de compagnie. Bah oui, parce que quand on parle d'un candidat, on examine tout de lui, son entourage, sa famille, son conjoint, qui sera la First Lady ou le First Gentleman, si Hillary Clinton est élue, on en a déjà parlé. Eh bien, le New York Times pose la question, qui sera le First Animal de compagnie ? Hillary Clinton, elle a 2 chiens, Tally et Maisie, mais quel est donc l'animal de compagnie de Donald Trump, à votre avis ? La moumoute qu'il a sur la tête. Oh non. Elle n'est pas vivante. Yorkshire écrasé, oui. Non, on pourrait dire un canard pour Donald. Non, il n'a pas d'animal de compagnie. Et c'est un peu incongru car figurez-vous que Donald Trump serait le premier président sans animal de compagnie depuis Harry Truman. C'était il y a plus de 50 ans. Les animaux, la famille Trump préfère les chasser, rappelle le journal qui évoque, je ne sais pas si vous en souvenez, les images des fils Trump qui posaient avec leurs trophées lors d'un safari en Afrique. C'est donc l'une des nombreuses choses qui séparent les candidats, mais à quel point ça compte pour le public, ça c'est pas clair. Analyse signée du New York Times. Tous les candidats posent un moment ou un autre en photo avec leurs petits compagnons poilus, ça les humanise. D'ailleurs, être allergique, ça peut être un problème, comme pour le gouverneur du Texas, Scott Walker, qui a été un temps l'adversaire de Trump aux primaires. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les animaux présidentiels. Ils ont même un musée. Et il y a eu tout à la Maison-Blanche. On a eu beaucoup de chiens, évidemment, mais aussi un alligator, une vache ou la ménagerie de Theodore Roosevelt, une truie, un serpent et un blaireau. S'il est élu, Donald Trump, aucun rapport, se verra certainement offrir un animal. Mais quel genre d'animal ? Ça, le journal nous laisse libre d'imaginer. Mais vous êtes sur les vrais sujets, vous, ce matin, Xavier Yvon. Totalement. En même temps, quelqu'un qui préfère chasser les animaux plutôt qu'en avoir un, ça peut avoir du sens pour certains électeurs. Sait-on jamais. Merci Xavier. Vraiment, n'hésitez pas, breaking news, quand vous avez besoin d'une information importante comme ça. On va regarder la télé plutôt ce soir sur M6, 21h, les beaux malaises. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la nouvelle fiction d'M6 dont le scénario est signé Franck Dubosc. Les dialogues, Franck Dubosc, avec comme acteur principal Franck Dubosc. Sujet de la fiction, Franck Dubosc. Exactement, la vraie fausse vie de Franck Dubosc. Alors c'est pas sa maison, c'est pas sa vraie femme, c'est pas ses vrais enfants. Pour le reste, ça sent quand même énormément le vécu. Comme quand on retrouve sa fille qui est postée devant la télé où est diffusé un spectacle de son père. Oh, regarde, c'est papa à la télé. Il y a de largeur un peu. J'ai déjà vu ce sketch, il est pas drôle. Il est pas drôle. Tu rigoles pas, il y a un son. Pas qu'il est pas drôle, c'est que c'est de l'humour pour les grands. C'est normal que tu trouves ça pas drôle. Non, le sketch d'avant à Gad Elmaleh, quand j'ai vu, j'ai ri. Alors que là, quand je l'ai vu, j'ai pas ri. Donc, c'est pas drôle. Et voilà. Et alors, quand il est sous le charme de la jeune journaliste qui l'interviewe, il y a toujours aussi la réplique cinglante qui fait mal. C'est hyper drôle. Alors imagine tout nu. C'est vraiment un père comme toi que j'aurais aimé avoir. Voilà. Alors en fait, où est la fiction, où est la réalité ? C'est sur ce jeu que repose la fiction qui est construite sous forme de scénette. C'est une adaptation d'une série québécoise à succès. Franck Dubosc est parfait, tout comme Anne-Marie Vin qui joue le rôle de sa femme. Alors j'avoue quand même ne pas avoir ri sur toutes les scénettes. Il y a quelques longueurs, d'autant qu'en fait le rapport à la célébrité qui donne en fait lieu à ces scènes cocasses disparaît parfois pour raconter en fait la vie d'un type ordinaire. Reste que cette fiction est quand même très divertissante. Moi je trouve qu'elle mériterait presque un deuxième volet encore plus travaillé. Bon, regardons déjà le premier, donc sur M6 ce soir à 21h, ça s'appelle Les Beaux Malaises. Et qui sera l'invité de Thomas Joubert tout à l'heure ? Franck Dubosc. Voilà, vous savez tout. Bientôt sur M6, la télé-réalité, Axel et Natacha dans un supermarché. On verra ce que ça donne.